Alors moi, je travaille à la NPE depuis 5 ans. J'ai intégré l'agence, une grosse agence en 2001. J'y suis toujours dans une agence un peu plus petite. Et donc, je suis conseillère à l'emploi. J'ai pour ça passé un concours, puisque c'est comme ça que ça se passe en règle générale. J'ai passé un concours, j'ai suivi une formation assez longue en interne qui m'a permis de devenir donc conseillère à l'emploi, ce qui veut dire agent à NPE en langage courant. Et donc voilà, moi j'ai intégré l'agence au départ presque par défi et puis aussi un peu amusée en me disant bon, j'ai vu les dysfonctionnements de l'extérieur, j'ai envie de dire forcément, en tant que chômeur on constate, c'est obligé les dysfonctionnements de l'agence et donc on se dit bah chiche, peut-être qu'une fois dedans je vais peut-être pouvoir faire les choses différemment. Et puis très rapidement on s'aperçoit que ça va être très 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 difficile. Donc on fait ce qu'on peut. Et puis on reste parce qu'on se prend au jeu et parce qu'aussi l'envie d'aider. On se dit on peut peut-être quand même être utile aux gens qu'on reçoit, mais la proportion d'utilité par rapport à la proportion de cette espèce de sentiment d'extrême lassitude, bah il n'y a pas photo, hein. On se sent beaucoup plus souvent un rouage, un maillon inutile de la chaîne. Plutôt que quelqu'un d'hyper efficace et dont la société ne pourrait pas se passer. Les chômeurs qu'on dénombre et dont on parle dans les médias, ce sont uniquement les chômeurs inscrits à la NPE et en catégorie 1. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on veut donc compter dans les statistiques, il faut d'abord s'inscrire, manifester la volonté de s'inscrire auprès de la CEDIC, confirmer cette volonté auprès de la NPE, être reçu dorénavant tous les mois, être contrôlé par la NPE, par la CEDIC, mais aussi pourquoi pas par l'inspection, par la direction du travail. Ça fait quand même beaucoup de conditions. Et puis donc il faut être en catégorie 1. Et des catégories, il y en a 8. La catégorie 1 est la seule dont on parle quand on parle actuellement des chiffres du chômage. Les autres catégories, elles servent à quoi? Elles servent à camoufler tout simplement la moitié des chômeurs inscrits à la CEDIC et à la NPE. Puisque en catégorie 1, on compte les gens qui sont en CDI à temps complet. Donc jusque-là, on pourrait dire c'est normal. Sauf que quand on est dans une autre catégorie, souvent on n'est pas informé qu'on a été basculé dans cette autre catégorie. Par exemple, en catégorie 2, on range les personnes qui cherchent un contrat, encore une fois, un contrat long, un contrat stable, un CDI, mais à temps partiel, à mi-temps. Donc si elles ont déjà un mi-temps qu'elles occupent et qu'elles souhaitent garder, ok, ça pourrait s'entendre, elles cherchent un autre mi-temps complémentaire. Elles n'en sont pas moins chômeuses à mi-temps. Bon. Dès qu'on est en catégorie 2, on ne compte plus dans les statistiques. En catégorie 3, on range toutes les personnes qui cherchent un emploi mais de manière intermittente, pour une période courte. Peut-être parce que par exemple, elles sont enceintes, elles vont être amenées à être arrêtées dans les 6 mois. Bon, ça c'est un cas typique, on passe en catégorie 3. On n'en est pas moins un chômeur ou une chômeuse. Bon. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a tendance à la NPE à ranger en catégorie 3 énormément de monde sans leur demander leur avis. J'ai souvenir d'un directeur qui a dit à toutes ses ouailles, vous me passerez toutes les femmes de ménage en catégorie 3. Nous, on a été extrêmement surpris, pour quelle raison? Mais on ne peut pas exercer à temps complet le métier de femme de ménage, c'est impossible. Donc, elles doivent être rangées comme recherchant un travail de manière intermittente. Et hop, toutes les femmes de ménage du département de cesser de compter dans les statistiques. Quand même, et ça, il suffit de quelques clics pour arriver à le faire en agence. C'est pas sorcier. Par contre, si l'agent veut derrière essayer de réintégrer les gens en catégorie 3, ça prend un temps considérable. Donc voilà pour la catégorie 3. La catégorie 4, c'est la catégorie dans laquelle on range les gens en stage ou en formation. Ça peut être un stage court, 2 mois, ça peut être un stage long, 1 an. Que ce soit qualifiant ou pas du tout qualifiant, les gens qui suivent des espèces d'accompagnement à moitié bidon, quelquefois, sont considérés comme stagiaires, suivant leur régime de rémunération et autres. Donc, hop, ça fait toujours 3 mois pendant lesquels on n'est pas comptabilisé comme chômeur. Ensuite, il y a la catégorie 5. J'ai envie de dire que c'est la pire, parce que c'est très difficile de connaître le nombre de personnes rangées en catégorie 5. Même nous, agents NPE, maintenant, on n'a plus accès à ces informations-là. Et on range en catégorie 5 tous les contrats aidés. Officiellement, la catégorie 5, elle a été créée pour les personnes qui occupent déjà un emploi et qui souhaitent en occuper un autre.
Là encore, on pourrait se dire, quoi de plus normal? La personne occupe déjà un emploi, il n'y a pas de raison qu'elle compte comme chômeur. Sauf que dans la réalité, c'est tous les petits boulots précaires qui durent 6 mois, voire 1 ou 2 ans grand maximum, et qui ne sont jamais à temps complet, qui sont actuellement entre 20 et 26 heures, suivant le type de contrat choisi. Toutes ces personnes-là passent d'emblée en catégorie 5. Et là, il y a vraiment, on perd des centaines de milliers de personnes en arrêtant de compter ces gens-là. La catégorie 6 ainsi que les 7 et 8, ce sont en fait le décalque des catégories 1, 2, 3. C'est pénible à comprendre, mais c'est fait exprès. Et en fait, ce sont des personnes qui cherchent à temps complet, à temps partiel ou de manière intermittente, mais qui ont travaillé plus de 78 heures dans le mois précédent. Donc c'est vrai que c'est assez fastidieux à expliquer, et c'est sûrement pas un hasard. Je pense que tout est fait pour que le grand public ne s'intéresse absolument pas à ces catégories. Et surtout, j'insiste sur le fait que quand on est au chômage, pour passer d'une catégorie à l'autre, on n'a pas du tout besoin, évidemment, le conseiller n'a pas besoin de l'assentiment du chômeur, mais en plus, il ne l'informe pas. Là, je ne parle que des catégories de chômeurs inscrits à la CEDIC, donc de gens qui ont un intérêt à être inscrits à la CEDIC et à la NPE. Or, quand on ne touche pas d'allocation, on n'est pas toujours, loin de là, inscrit à la NPE, parce que la NPE, maintenant, c'est un contrôle renforcé, c'est souvent la contrainte d'occuper des emplois qu'on n'a pas forcément choisis. Donc il y a des gens qui cherchent du travail et qui quelquefois cherchent très bien tout seuls. Donc maintenant de plus en plus, on a dans nos fichiers que les gens qui touchent une allocation et qui donc doivent rester inscrits pour bénéficier de leurs droits, de leurs cotisations finalement. Mais c'est vrai que c'est loin d'être la majorité des gens. Il faut aussi compter les RMistes. Je crois que c'est 1,2 million, 1,3 million de RMistes qui ne sont pas du tout obligés, les RMistes, de pointer à la NPE. Ils sont tenus à rencontrer régulièrement une assistante sociale, à signer un contrat d'insertion, mais très souvent ils ne figurent pas du tout dans nos fichiers. On ne les a tout simplement pas, on ne les connaît pas. Donc quand on communique sur 8 à 9% de chômeurs, on est d'accord, on oublie une bonne moitié de la population des chômeurs. Oui, on est même plus parce qu'on est tout compris avec les dispensaires de recherche d'emploi, avec les jeunes qui n'ont jamais travaillé suffisamment pour pouvoir s'ouvrir des droits à CEDIC, on est entre 19 et 20% de la population active. Quand M. Borloo, par exemple, prévoit les 7% pour les années qui viennent, il n'a pas de boule de cristal, il est purement logique. Il nous donne à nous, à NPE, les consignes qui vont faire que ces 7% vont être atteints. Donc c'est logique qu'on atteigne ces 7% puisqu'il nous demande d'y arriver. C'est une question d'objectif. Il y a également les chômeurs des DOM-TOM qui ne sont absolument jamais comptabilisés dans les chiffres officiels pour la France entière, alors qu'à ma connaissance c'est quand même la France. Et globalement ce qu'on peut déplorer, c'est que les médias font quand même preuve d'un extraordinaire manque de curiosité par rapport à ces chiffres-là. Parce que les médias grand public, les médias nationaux, régulièrement font des sujets sur la misère, sur les restos du cœur, tout ça c'est assez porteur, hein, on en parle. Et dans le même temps, il y a une espèce de schizophrénie médiatique qui fait que dans le même temps, ils continuent de vanter les mérites de ce pourcentage qui baisse, donc 9%, 8%, bientôt 7%. Il y a une espèce de grande mascarade. Les journalistes sont quand même pas dupes à ce point. Et c'est vrai que ce qu'on peut déplorer, c'est que si tout simplement ils faisaient le b.a.-ba de leur métier qui consisterait à demander en direction du travail ou en préfecture, les chiffres, toutes catégories confondues, ainsi que les chiffres des RMistes, c'est quand même pas sorcier. Là, ils auraient une photographie déjà un peu plus réelle de l'état, du marché de l'emploi en France et de la misère qui va avec. Et ça, c'est très rare. Ils sont très rares, les médias qui procèdent de cette manière et qui font cette démarche-là. Au niveau des chiffres de la NPE, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est qu'il n'y a pas qu'au niveau des chômeurs que les chiffres ne sont pas très réalistes, il y a aussi la question des offres d'emploi. Parce que c'est l'autre volet du travail d'un conseiller. Un conseiller, c'est censé récupérer les offres que spontanément les employeurs nous donnent et éventuellement aller en glaner si jamais il n'y en avait pas assez. Et donc la grande fierté des agents, c'est plus de 3 millions d'offres recueillies par an. Et d'ailleurs, c'est la première chose qu'on voit quand on pianote, c'est facile à vérifier, sur le site anpe.fr, il y a aujourd'hui X millions d'offres en cours, le chiffre est très précis, à mon avis actualisé en temps réel. Donc on peut se dire, quand on est par exemple salarié, quand on n'a pas la tête dans le chômage, on peut se dire, où est le problème? Il y a toutes ces offres d'emploi là, même en admettant qu'il y ait 4 millions de chômeurs, voire 5, puisqu'il y a déjà 3 millions d'offres, déjà il n'y a qu'à faire, il n'y a qu'à. Sauf qu'une offre d'emploi,
pour la NPE, qu'est-ce que c'est? Et ça peut être absolument n'importe quoi. C'est-à-dire que, là récemment, exemple réel et vécu, la semaine dernière, je reçois une offre en CDI. Ah, je me dis, par fax, offre en CDI, société de marketing, je me dis, bon, c'est un CDI, 1 heure par semaine. Et il s'agissait pendant 1 heure par semaine au SMIC de vendre je sais plus quoi dans un hypermarché. C'est un CDI d'1 heure semaine. Donc inutile de dire que même l'heureux bénéficiaire de ce CDI ne va pas aller très loin en matière de salaire, mais c'est une offre d'emploi. Et en plus en CDI. Donc là, dans les compteurs de l'agence, c'est quand même quelque chose de super valable. Parce qu'on raisonne vraiment en termes de compteurs. Il faut savoir qu'un directeur d'ANPE, il a une obsession en tête, c'est le chiffre. Il y a des chiffres à faire monter et des chiffres à faire descendre. Évidemment, le chiffre à faire monter, c'est le chiffre des offres d'emploi, et le chiffre à faire descendre, c'est le chiffre du nombre de demandeurs, du nombre de chômeurs. Alors après, il y a des subtilités. Il faut faire baisser particulièrement les chômeurs longue durée. Il faut faire augmenter particulièrement les offres d'emploi de plus de 6 mois. Régulièrement, on a comme ça des petites articulations, des choses précises qu'on nous demande, des objectifs chiffrés. Et donc au niveau des offres, c'est quelque chose pareil, de la même façon qu'on peut très facilement vérifier de l'extérieur. On va sur le site de la NPE, on choisit un métier, je ne sais pas, carreleur, fleuriste, et on cherche le nombre d'offres sur sa région. Alors il y en a plein. Et puis après, dans nature d'offres, on va sélectionner CDI ou CDD, et puis là, ça s'est dégonflé. Parce que des missions d'intérim, ça oui, il y en a, des contrats très courts, ça oui, il y en a, des temps partiels, ça oui, il y en a. Des vrais boulots qui permettent à quelqu'un de s'assurer un revenu décent, il y en a franchement pas beaucoup. Et encore une fois, c'est très facile, on peut le vérifier très simplement sur le site internet de la NPE. Un conseiller à NPE, ça évolue en fait au milieu de plusieurs publics très très différents. D'où la difficulté d'être conseiller à NPE aujourd'hui. Parce que on est entouré de différents groupes d'humains avec des objectifs complètement différents. On est entouré de chômeurs, on reçoit régulièrement des chômeurs auxquels on est confronté dans une relation théoriquement de soutien. On est aussi entouré de collègues, on pourrait dire qu'ils ont les mêmes pratiques, mais c'est pas toujours tout ça très harmonisé, donc ça peut aussi générer des frictions. Et quand il y a souffrance dans un collectif, ça se multiplie, c'est pas facile à gérer. Et on a aussi une hiérarchie qui, elle, a des objectifs radicalement différents de ceux des chômeurs. Puisque si le chômeur veut trouver un emploi, la hiérarchie veut quand même majoritairement que le chômeur sorte des chiffres, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et donc le conseiller, il se débat au milieu de tout ça. Et il se sent quelquefois, il y a énormément de difficultés en termes presque de maladies professionnelles. On a beaucoup de dépression constatée à la NPE, on a beaucoup de collègues qui lâchent la rampe, qui ne tiennent plus le choc et qui font des pauses. Alors quand ils ont de la chance, c'est momentané et malheureusement quelquefois ça perdure. Tout ça pour dire, je ne veux pas faire pleurer sur le sort du conseiller NPE, mais quand même globalement c'est une position très difficile à tenir. Bien sûr, il y a des animateurs d'équipe et des directeurs qui font de leur mieux pour que le collectif et pour que les chômeurs arrivent à travailler en bonne intelligence et pour que ça rende service à tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a des endroits où ça fonctionne, il y a encore des collectifs qui arrivent à donner du sens à ce qu'ils font, mais ça devient de plus en plus difficile, réellement. Au point que même dans la hiérarchie, on commence à signaler des cas de pétage de plomb, de gens qui disent non, je ne peux pas continuer à faire ça, ce n'est pas possible, ça n'a pas de sens. Quelque chose qui est difficile à gérer pour le conseiller, c'est tout simplement l'agressivité du public, des chômeurs qu'il reçoit. On a beau comprendre, on a beau quelquefois partager les mêmes convictions et ce sentiment d'injustice, on n'en est pas moins le conseiller. Et donc pour la personne qu'on reçoit, on est le responsable. Même si on n'est pas du tout responsable des décisions au niveau plus 1, plus 1, plus 1, même si on y est pour rien, même si à la limite on n'a pas appliqué quelque chose qu'on aurait dû appliquer, on est quand même le premier stade de l'administration. On est vraiment entre le marteau et l'enclume, et donc du coup, oui voilà, on est le responsable. Alors c'est d'autant plus difficile qu'on n'est pas dans la droite ligne de l'établissement. Il y en a beaucoup des conseillers comme ça, des conseillers qui n'approuvent pas ce qu'on leur demande de faire, mais qui sont tellement sous pression du fait d'une charge de travail énorme, qui n'arrivent pas toujours à réagir, et qui en plus sont en première ligne, et c'est vrai qu'à force ça peut faire parfois des gens aigris, parce que quand on s'en prend plein la poire de par sa hiérarchie, et également plein la poire de par les chômeurs qu'on reçoit, alors qu'on est là pour les aider, c'est vrai que quelquefois il y a de quoi trouver ça difficile.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs syndicats qui ont demandé, suite à la parution de mon livre, à ce que je sois licenciée. Des syndicats, donc, de conseillers à NPE, qui, voyant que je m'exprime sur ma pratique et qui, voyant que je suis quand même soutenue par une grande partie de mes collègues, de quelque bord qu'ils soient, et qui, quand même, alerte Christian Charpy, qui est notre directeur général, en lui disant « Que comptez-vous faire du cas Fabienne Botus ? Il faut licencier cette personne. » Ça, c'est quand même, ça émane d'un syndicat. Bon, quand même de quoi se poser des questions. En 2005, on a eu une nouveauté, le plan de cohésion sociale, qui a été inventé par Jean-Louis Borloo. Donc, décret août 2005, mis en place à partir de septembre. Et ça, c'est un bel exemple d'antiphrase, du genre de vocabulaire qu'on utilise pour désigner exactement le contraire de ce qu'on est en train de faire. Cohésion sociale, ça c'est magnifique comme idée, la cohésion sociale. Je veux dire, on se croirait, on est dans de la définition de concept, ça pourrait être un projet de société formidable. Et au lieu de ça, la cohésion sociale, bon, je parle que du volet emploi, puisqu'il y a un volet logement que je connais beaucoup moins. Mais au niveau du volet emploi, principalement le plan de cohésion sociale, c'est quoi ? C'est remplacer les contrats précaires existants par d'autres contrats tout aussi précaires, qui changent de nom, et qui sont à la limite un peu moins bien que les contrats précaires précédents. Ça, c'est quand même un tour de force, et d'appeler ça cohésion sociale, c'est quand même pas mal. Quand on sait que ça tombe pile poil au moment où, en plus, on ne finance plus les formations des demandeurs d'emploi, même quand c'est des formations qui sont complètement en rapport avec une problématique personnelle, avec un retour sur le marché, on trouve effectivement que c'est très cohérent socialement. Donc moi, quand j'explique à un chômeur, par exemple longue durée, que je ne peux pas lui payer sa formation puisque le SIF, SIFE, stage individuel de formation, a été supprimé par la loi de cohésion sociale, en général, je vois le chômeur me dire, enfin il ne me dit rien d'ailleurs en général, parce qu'il est tout blanc, il se dit c'est quand même délirant, voilà. C'est le plan de cohésion sociale qui a supprimé cette mesure SIF, qui permettait, c'était notre dernière liberté de financer des formations à des gens en sortant des critères assédiques qui sont super restrictifs. Enfin, ça, voilà, c'est un exemple de suppression pure et simple due au plan de cohésion sociale en 2005. Donc les contrats aidés qui ont été créés par le plan de cohésion sociale sont le contrat d'avenir et le contrat d'accompagnement dans l'emploi. C'est quand même bonnet blanc et blanc bonnet par rapport au contrat emploi-solidarité et au contrat emploi consolidé qui existait au préalable, qu'on appelait de leur petit nom CES et SEC. Avant ça, il y avait des TUC, et avant ça, il y avait des SIVP. Mais bon, c'est toujours un peu, on change de mot régulièrement pour parler de la même chose, à savoir des contrats pour lesquels les employeurs publics et associatifs perçoivent une grosse, voire une énorme aide de l'État, mais des contrats qui sont à mi-temps ou à peine plus, et qui sont de toute façon très bornés, très limités dans le temps. Donc, officiellement, c'est un tremplin, ce contrat aidé, pour rebondir vers autre chose, sauf qu'en général, c'est un peu dans le mur que les gens rebondissent après ce genre de contrat. Parce que ça camoufle très mal la réalité, qui est qu'il n'y a pas d'emploi stable et facilement accessible, et encore moins pour une population a priori éloignée de l'emploi. Donc le travers qu'on découvre avec ces contrats aidés, mais bon, c'est pas récent, ça a toujours été, c'est que se positionnent sur des contrats destinés aux personnes très éloignées de l'emploi, se positionnent en fait des gens qui ne sont pas en galère, pour parler vulgairement, qui ne sont pas du tout en difficulté. Simplement, c'est très facile d'avoir un an d'inscription au chômage maintenant, on peut être qualifié, expérimenté, brillant, beau, on est très facilement pendant un an au chômage. Et quand on est pendant un an au chômage, dans la plupart des régions, puisque les critères sont régionaux, on a droit au contrat aidé, contrat accompagnement dans l'emploi, au CAE. Donc forcément l'employeur, il a le choix entre quelqu'un qui est au chômage depuis 10 ans, qui a eu des problèmes, qui a été en galère, qui machin, qui divorce, et aussi entre quelqu'un qui a un bac plus 4, 2 ans d'expérience, qui est au top de sa forme, et sont tous les deux éligibles au CAE. Il va prendre le second, c'est logique. Et c'est comme ça qu'on retrouve sur ces contrats aidés des populations qui ne sont pas du tout dans le cœur de cible, comme disent les hommes du marketing. Avant, quand on faisait un contrat aidé, on avait droit à 400 heures de formation gratuite par an, payées par le ministère de l'Emploi. Ça a disparu également. Donc maintenant, quand on est en contrat aidé, on est censé, c'est presque une obligation suivant les cas, se former pour rebondir, mais on n'a plus l'argent. Donc souvent, les gens qui nous font des contrats aidés, moi je suis au contact des employeurs et des employés, les deux veulent qu'il y ait une formation complémentaire. Mais ils se heurtent au fait qu'il n'y a aucun plan de financement possible.
Donc là, on est vraiment dans une hypocrisie totale. C'est, on vous donne ce contrat, mais attention, on ne vous le renouvellera que si vous vous formez. Mais il n'y a pas d'argent à la clé. Et ça, c'est aussi dû au fonds de cohésion sociale. Donc ça a été 2005, évidemment, ça a suivi sur 2006, jusqu'au prochain plan miraculeux de redressement de la situation. Mais en fait, on n'a plus vraiment besoin finalement de redresser la situation, puisqu'en 2006, le chômage a continué de baisser, et donc officiellement, tout se passe formidablement bien. Par contre, on en a rajouté une louche sur le redressement, avec le 1er janvier 2006, l'arrivée du suivi mensuel personnalisé, le SMP, que la plupart des conseillers ont en horreur, soit pour des raisons idéologiques, parce qu'ils se disent que c'est du contrôle, c'est purement et simplement du flicage des chômeurs, soit pour des raisons de conditions de travail, parce que c'est intenable depuis que le SMP a été mis en place, de gérer sa charge de travail de conseiller à l'emploi. On est tenu à des réceptions mensuelles, alors qu'avant, la réception obligatoire, c'était tous les 6 mois, même si les gens venaient souvent bien plus fréquemment. Mais c'était avant tous les 6 mois, maintenant tous les mois, et je vous assure qu'on n'est pas 6 fois plus nombreux. Donc de toute façon, il y a un problème. Même s'il y a eu des recrutements complémentaires, ça ne suit pas, ça ne peut pas suivre. On n'a pas les moyens physiques, on n'a pas le nombre de bureaux, le nombre d'ordinateurs, le nombre de chaises, c'est idiot, mais on en est vraiment là. Dans toutes les agences, on ne sait pas où recevoir ces gens. Donc on fait des entretiens par mail, par téléphone, pour rentrer dans les cases, pour mettre les bonnes petites croix aux bons endroits et pour qu'il y ait quelque chose de saisi dans le dossier tous les mois. Et je pense qu'on se tire une balle dans le pied parce qu'on ne fait pas du tout du bon boulot de conseil et de réinsertion, on fait du remplissage. Et les chômeurs ne sont pas dupes, ils l'ont très très bien compris. Le suivi mensuel, ça a servi aussi à autre chose, c'est toujours à aider, à contribuer à cette baisse de chiffres. Puisque forcément, quand on convoque les gens tous les mois, à viser, c'est toujours plus ou moins dans une optique de contrôle, quoi qu'on en dise, le chômeur qui ne touche pas d'ACEDIC, il vient au premier rendez-vous, il vient au deuxième rendez-vous, il essaye de décaler le troisième parce qu'il a autre chose à faire vu qu'il cherche du travail. Et puis quand il voit que c'est obligatoire et qu'on va le radier, il jette l'éponge. Et ça, c'est à mon avis, le sens profond de suivi mensuel, c'est ça. C'est en fait de faire se décourager, c'est vraiment ce sens-là, de faire se décourager le chômeur lambda qui n'a pas un intérêt viscéral à être inscrit là. Il faut savoir que la notion de chômeur découragé, elle existe même pour l'INSEE, c'est une définition officielle. Le chômeur découragé, c'est le chômeur qui, ne trouvant pas d'intérêt à son inscription officielle à NPE, à CEDIC, choisit de ne plus pointer, de ne plus exister. C'est le chômeur découragé, on trouve la définition dans le dico sur internet de l'INSEE. C'est quand même très grave, quoi. Que ce soit agréé, c'est passé dans les mœurs statistiques, le chômeur découragé. Et bien le chômeur découragé, il s'est fait plein de copains en 2006, ils sont de plus en plus nombreux à être dans ce cas-là, par le fait du suivi mensuel. Parce que si lors du suivi mensuel on proposait de vraies offres d'emploi, on se bousculerait pour participer au suivi mensuel. Les chômeurs nous en réclameraient même plutôt tous les 15 jours. Sauf que très très souvent on ne propose pas de poste décent, mais par contre on impose un contrôle. Parce qu'un chômeur pour la CEDIC, et de plus en plus, et particulièrement là maintenant en 2006, un chômeur c'est de l'argent. Le directeur général de l'UNEDIC, Jean-Pierre Revoil, disait encore récemment à la radio, un chômeur c'est je ne sais plus combien d'euros. C'est sa formule pour résumer. Ça coûte autant en moyenne. Alors que ce sont des cotisations, c'est pas du vol, on est d'accord. Ce sont des gens qui ont cotisé sur leur fiche de paie pendant quelquefois 20 ans. Mais un chômeur, c'est pas grave, dès que ça s'inscrit aux ACEDIC, le but c'est que l'indemnisation soit la plus courte possible. Ça, ils ont vraiment une logique d'assureur, voire de liquidateur, quoi. L'assurance chômage marche maintenant de la même manière qu'une assurance immobilier ou une assurance auto. C'est-à-dire qu'on cotise pendant des années pour un risque, et quand le risque survient, l'assureur n'a qu'une envie, c'est de ne surtout pas vous payer pour le risque. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que déjà auparavant, le conseiller à NPE n'agissait pas toujours, on va dire, en son âme et conscience, parce qu'il y avait déjà des contraintes envers les chômeurs, mais en plus maintenant, en amont, intervient l'agent des ACEDIC qui lui n'est pas formé au métier, qui est purement et simplement un comptable, et qui en plus travaille avec une machine. Et que c'est ça qui définit le risque de chômage longue durée, et donc le parcours qu'on va proposer, je gomme, je mets imposer, qu'on va imposer aux chômeurs.
Et donc ça s'appelait profilage, et finalement en cours de route, ils ont dû quand même penser que c'était un peu gros, ils ont appelé ça parcours. Donc maintenant, à la NPE, on parcourise. Depuis le plan de cohésion sociale, ce qui a changé aussi, c'est la possibilité de radiation. Alors, contrairement à ce que peut-être on pourrait penser, les conseillers NPE ne sont pas forcément des gens qui radient énormément. Par contre, il y a beaucoup de radiations administratives, qu'on appelle comme ça, parce que ce sont des radiations qui ne sont pas des sanctions, mais qui sont par exemple dues à une absence à rendez-vous. Alors forcément, quand il y a 12 fois plus de rendez-vous dans l'année, il y a 12 fois plus de risques de ne pas être là au moment où on reçoit le courrier, ou de zapper parce que simplement on a oublié, ou d'avoir un rendez-vous chez le médecin ce jour-là. Bon, il y a plein de raisons très valables de ne pas se rendre à un rendez-vous à NPE. Mais si on n'a pas, dans les temps, fait parvenir son courrier, et pour peu que l'agent à NPE n'ait pas noté la bonne info au bon endroit, eh bien on est radié quand même. Et c'est très difficile de retourner dans ses droits. Il y a aussi quelque chose qui a été mis en place au niveau national, dans toutes les régions, on a eu des consignes en ce sens. Et là, on est plutôt sur fin 2006. C'est le nettoyage du fichier des gens qui travaillent en intérim. C'est-à-dire qu'il y a une requête qui a été faite sur les gens qui travaillent en intérim dans les bassins d'emploi, et on leur a envoyé un avis de cessation d'inscription, ce qui veut dire une radiation en langage clair, en leur demandant leur contrat de travail. Et s'ils ne nous le retournaient pas rapidement, on les radiait. Il faut savoir qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas de contrat de travail au moment où on leur demande. Soit parce que tout simplement ils ne savent pas qu'il en fallait un, j'exagère pas, ça arrive, soit parce qu'ils ont des contrats à la semaine et que donc au moment où on leur demande, ils ne l'ont pas encore reçu, ils l'auront plus tard, ça leur pose des tas de problèmes. Bon. Mais quand en plus les gens nous renvoient le contrat, ben quelquefois on les radie quand même. C'est une opération 100% bénéfice. Parce qu'on trouve un article de loi qui dit « Ah ben vous avez travaillé plus de 110 heures dans le mois, donc je vous radie ». C'est quelque chose qui est sujet vraiment à caution, on en a parlé entre syndicats, et on se demande si c'est pas contraire au droit du travail, tout simplement. Parce que c'est pas parce qu'on a eu une mission d'intérim de 111 heures dans le mois qu'on est tiré d'affaire et qu'on n'est plus chômeur. On a tout à fait le droit de chercher un emploi à temps plein. Il y a même une catégorie de chômeurs qui existe, qui est créée pour les chômeurs qui ont déjà un emploi et qui en veulent un autre. Donc théoriquement, ça devrait bien permettre d'être inscrit et de rester inscrit. Et bien depuis la rentrée 2006, dans toutes les régions de France, dans un tas d'agences, on a assisté au nettoyage intérim. Il y a régulièrement des publics spécifiques qu'on nettoie. C'est vraiment le terme en plus qu'emploient les directeurs d'agence. C'est-à-dire que fin 2005, c'était le public en ASS, les gens en fin de droit, qui touchent quand même 400 € par mois, ce qui est énorme. Et bien ces gens-là, on les a contraints à accepter des stages et des contrats aidés et des tas de choses pour qu'ils sortent des statistiques. Cette année, c'est l'intérim. À chaque année, son public spécifique qu'on nettoie. On a prétendu en 2005 que on ouvrait, entre guillemets, on ouvrait à la concurrence, qu'il n'y avait plus de monopole de la NPE. Or, ça c'est idiot. Il n'y a jamais eu de monopole de la NPE, ça fait des années que ce monopole n'existait plus. Donc on a insisté sur sa fin alors que c'était vraiment quelque chose d'un amusement médiatique, quoi. Et donc la NPE sous-traite déjà depuis des années pour les accompagnements de chômeurs, des accompagnements pour trouver un emploi, pour trouver une formation, ça c'est pas du tout nouveau. Par contre, là on a vraiment appuyé le pied sur l'accélérateur parce que maintenant, par exemple, la CEDIC va pouvoir, dès l'inscription d'un chômeur, envoyer ce chômeur se faire suivre et accompagner par une société privée, sans passer du tout par la NPE. Ce qui est en fait une façon de démanteler un service public de plus qu'est le service public de l'emploi. Alors il faut savoir par exemple qu'en 2006, dans une région, je crois que c'est en Rhône-Alpes, il y a donc eu un appel d'offres pour que le secteur, je dirais, dont le métier est de retrouver du travail aux demandeurs d'emploi. Il y a donc l'associatif et le privé, donc on a passé un appel d'offres pour savoir qui, entre guillemets, remplacerait la NPE. Et étonnamment, toutes les associations loi 1901 qui se sont positionnées sur ce secteur, qui souvent font ça depuis déjà 10, 15 ou 20 ans, ont été d'emblée exclues de l'appel d'offres, alors que seules les sociétés privées y restaient. Au motif, et là on nage quand même en plein délire, au motif que les associations qui faisaient du reclassement étaient moins chères. Donc sans être un spécialiste du système du passage d'appel d'offres, je suis quand même assez étonnée qu'on exclut d'emblée les personnes qui coûtent le moins cher à la collectivité ou aux ACEDIC, puisqu'en l'occurrence c'est plutôt aux ACEDIC.
Donc je pense qu'il y a vraiment, il faut chercher du sens dans cette démarche qui est de dire on refuse que le secteur non lucratif s'occupe des chômeurs, on veut que ce soit des entreprises avec une volonté de gagner du pognon qui recasent les chômeurs. C'est quand même assez grave. Moi j'ai rien contre l'entreprise, mais je pense qu'il y a des secteurs de la vie, de la société, qui devraient ne pas être mises entre les mains de gens qui cherchent uniquement le profit. C'est l'éducation, c'est tout ce qui a trait à l'humain, c'est la santé, c'est notamment le chômage. Les conseillers ANPE, même si souvent ils ont envie de s'exprimer sur leurs pratiques parce qu'ils subissent quand même au quotidien une violence de part et d'autre, ils ne peuvent pas le faire. On ne peut pas à la NPE dire, sans aller jusqu'à sa colère, on ne peut même pas dire son mécontentement. Pourquoi? Parce qu'il y a une circulaire d'Agemo parue, la date m'échappe, mais bon, il y a quelques années, sous le gouvernement Jospin, et qui précise que les agents du service public de l'emploi, donc au départ c'était principalement pour ceux de la DDTE, Direction du Travail, mais aussi de la NPE et de l'AFPA, et bien ces gens-là ont un devoir de réserve particulièrement musclé et encore plus costaud que par exemple les agents des impôts. C'est quand même un peu incroyable, mais il est écrit quelque chose comme étant donné que les informations auxquelles nous avons accès sont des enjeux importants, etc., il nous est expressément demandé, sous peine de sanctions, pouvant aller jusqu'au licenciement et jusqu'aux sanctions pénales, jusqu'au paiement d'amende, il nous est expressément demandé de nous taire. Donc, précaution prise et précaution suivie, en plus relayée en formation initiale. Dès qu'on rentre à l'NPE, on nous dit attention, vous avez un devoir de réserve. Alors que ça préserve les chômeurs qu'on reçoit et les employeurs qui nous confient des choses ou des problèmes, ça je peux le comprendre, mais moi je crois qu'on est surtout dans un processus complètement antidémocratique, notamment au niveau des chiffres. Parce que tous les conseillers NPE voient bien dans quelle mesure il peut y avoir magouille, et s'ils ne parlent pas, c'est justement à cause de cette fameuse circulaire et du devoir de réserve qu'on nous impose. Sauf que, depuis que mon bouquin est paru, force est de constater qu'il ne m'arrive absolument rien. C'est pas faute d'avoir essayé. La direction générale, je l'ai su, a fait plancher des avocats sur mon cas, qui se sont empressés de dire on ne fait rien pour l'instant. Donc là, on est à l'aube d'élections, je ne sais pas si ça va changer quelque chose. Toujours est-il que moi, il ne m'est absolument rien arrivé, et j'ai enfreint à peu près toutes les règles c'est même certain, toutes les règles qu'il est possible d'enfreindre quand on est conseiller à NPE. Parce que j'ai parlé de ma pratique, parce que j'ai parlé en télé, ce qui est absolument interdit, parce que je m'exprime dans un documentaire, ce qui est interdit, en radio, en presse écrite, j'ai tout fait. Tout ça est très très mal. Alors, la chance qu'on a maintenant, je dirais, c'est comme pourquoi la direction générale n'a rien fait, parce que tout simplement, les médias ont beaucoup suivi. Et j'ai envie de dire pour une fois, ont joué leur rôle démocratique de liberté d'expression et d'information, tout simplement. Donc maintenant, la direction générale est pieds et poings liés par rapport à ça. Donc, bon, je sais que ma carrière, a priori, n'atteindra jamais les sommets, mais c'était pas vraiment mon intention au départ de toute façon. Par contre, l'intéressant de cette histoire, c'est que la parole des conseillers est libérée. Il faut s'engouffrer dans cette brèche. Je pense que ça peut faire jurisprudence. Quelqu'un qui travaille dans le service public de l'emploi, que ce soit inspection du travail à NPE ou AFPA, peut s'exprimer. Si jamais on vient lui reprocher quelque chose parce qu'il s'est exprimé, il sort mon livre. Et il se dit, à ce moment-là, pourquoi ne s'était rien passé en 2006 lors de la parution du livre sur la NPE. Je pense qu'il faut vraiment profiter de ça. En faisant gaffe quand même, en se syndiquant si c'est possible, parce qu'on est quand même toujours un peu plus couvert quand on est syndiqué. Parce que je sais aussi que la direction générale essaye de taper sur des collègues qui se sont exprimés pourtant dans des proportions moindres, et on essaye de les avoir par d'autres biais. Les chômeurs et les conseillers peuvent parfois choisir de l'ouvrir un peu. Ça c'est la bonne nouvelle. Je veux dire, maintenant c'est vrai qu'on peut arriver à s'exprimer dans les médias, ça peut intéresser les médias. Il y a d'ailleurs un bouquin qui est sur le point de paraître, qui devrait s'appeler « Chômeurs, qu'attendez-vous pour disparaître ?» et qui en fait est un recueil de témoignages de conseillers NPE et de chômeurs. Et ça, je trouve que c'est vraiment très bien parce que c'est très nouveau. Que les conseillers et les chômeurs se rendent compte qu'ils sont dans la même galère et s'expriment au même endroit de manière officielle. Moi, je trouve qu'on est vraiment là sur une avancée. Voilà, donc ça, c'est plutôt quelque chose de bien.
C'est un monsieur qui lui-même on va dire, a subi de fortes pressions de la NPE à l'époque où il était chômeur, qui s'appelle Jean-Jacques Rebout, et qui a décidé de faire un livre avec ça parce qu'il a vécu des situations complètement aberrantes de convocation pour le lendemain. Enfin, il raconte ça très bien, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Au niveau des médias et des contacts entre la NPE et les médias, donc le conseiller officiellement ne peut pas s'exprimer, même si maintenant on a vu qu'il pouvait commencer à le faire, mais le directeur d'agence, lui, il peut s'exprimer, mais c'est presque encore pire parce qu'il ne peut s'exprimer que pour dire des choses précises. Donc des choses précises qu'on trouve dans un petit guide à l'usage des directeurs d'agence pour les rapports avec les médias. Donc ça, c'est vraiment un guide qui, comme son nom l'indique, n'est donné qu'aux directeurs d'agence et sur lequel je suis tombée complètement fortuitement et par hasard. Et donc quand même pour la bonne bouche, il faut que je vous en lise un petit bout. Parce qu'en fait, c'est très simple, c'est très précis, c'est écrit, il n'y a qu'à suivre la ligne, c'est vraiment la voix de son maître. Donc par exemple, on a la question irrecevable. Ça se trouve donc dans le petit opuscule qui s'appelle « Rencontrer un journaliste ». Donc quand on est un bon directeur d'agence, il y a différents types de questions. La question surprise, la question ceci et la question irrecevable. Exemple, à la NPE, vous trichez sur le nombre de demandeurs d'emploi. Ce qui entre nous n'est pas une question, mais bon, c'est une affirmation. Il est écrit « Répondez, ouvrez les guillemets, je ne peux pas vous laisser dire ça, c'est faux, la DARES publie toutes les catégories, fermez les guillemets ». Donc déjà, il faut savoir que la plupart pas la plupart, mais il faut savoir que certains directeurs d'agence ne savent même pas ce que c'est que la DARES, qui doit être direction administrative, recherche études et statistiques. Et pour le sel de l'histoire, la DARES ne publie absolument pas toutes les catégories. Donc la réponse que le service com impose au directeur d'agence est déjà en soi un petit mensonge. Il y a d'autres choses qui sont assez savoureuses. On a par exemple le manuel de la com en situation de crise. Donc par exemple les situations de crise comme occupation d'une agence par des chômeurs en colère. Ça amène généralement des questions de journalistes. Donc là il y a des suggestions du service com avant la crise. Avant la crise, disposer d'une fiche méthodologique de procédure. Dans le cas d'une occupation d'agence, les procédures de sécurité, les procédures d'information des demandeurs d'emploi. Ce qui veut dire qu'on imagine le directeur d'agence qui voit un attroupement et un début de manifestation et qui se met vite à chercher sa fiche méthodologique de procédure en cas d'occupation d'agence. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc il faut y penser avant, dans le calme et la sérénité, pour être sûr de réagir comme il faut. Et un petit dernier pour la route, qui était pas mal aussi. Dans ce petit guide, les directeurs d'agence, on leur demande toujours de s'adresser au service com. Dès qu'ils ont une demande qui vraiment n'émane pas du petit journaliste local qui a vraiment une question bateau, lambda, archi passe-partout, dès que c'est une question un peu questionnante, on doit s'adresser au service com, obligatoire, sous peine de sanctions, de représailles. Mais on doit s'adresser discrètement au service com. Il est écrit « Évitez de dire qu'il nous faut l'aval » ou l'autorisation de. Ces expressions donnent l'impression d'une administration tatillonne ou que nous avons peur de journalistes. Expliquez simplement que vous êtes très sollicité par exemple et que le rôle du service com est de dispatcher les demandes entre les différentes structures. Le jour de la sortie des chiffres du chômage, par exemple, un directeur d'agence, même s'il a plein de choses à dire, ne peut pas du tout s'exprimer. C'est pareil, c'est écrit là, dans Rencontrer les journalistes, toujours. Vous devez opposer un non courtois à certaines demandes de journalistes en expliquant votre motif. Exemple, le jour de la sortie des chiffres du chômage, vous ne devez faire aucun commentaire. Seul le ministère des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité est habilité à commenter le marché du travail ce jour-là. Cette règle s'applique quel que soit le ministre ou le gouvernement en place. Mis à part une chose, c'est que récemment, c'est M. Chirac lui-même himself qui a décidé de commenter les chiffres tellement ils étaient bons et en baisse, donc il s'est chargé du boulot. Mais donc voilà, tout ça est écrit, il y a écrit noir sur blanc. Il vous faut l'autorisation de la direction de la communication pour parler, mais évitez de le dire aux journalistes parce que cette expression donne l'impression d'une administration lourde. C'est quand même extraordinaire.